Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur ce live, le premier live ouvert en mode demandez-moi ce que vous voulez. On a déjà fait des webinaires live mais avec des sujets précis et là c'est la première fois qu'on propose cette séance de questions-réponses en mode complètement open. Donc ce sont vos questions qu'on attend dans cette petite séance. On est ensemble jusque 19h. Et on est bien en live, juste que je vous explique les détails techniques. La caméra est ici, droit devant moi. J'ai un retour image là-bas pour voir à la fois vos questions et si tout se passe bien sur l'écran. Donc il est possible que mon regard aille un peu d'ici à là-bas. Et il y a un décalage de 20 secondes, on me dit, entre ce que je suis en train de dire et le moment où vous allez le voir s'afficher là-bas. Donc il peut y avoir des petits décalages aussi entre le moment où vous posez votre question et le moment où la question me parvient et je commence à y répondre. Donc ne vous impatientez pas, on essaiera de répondre à tout le monde. On est là pour une heure de discussion ensemble. Et puis voilà. Et puis j'en profite pour déjà remercier nos premiers internautes qui se connectent actuellement sur ce live. Bonsoir à tous. Je salue notamment Laetitia Brosset de chez Animaux, Perche et Gîtes. Bonsoir à vous, ça me fait très plaisir de vous voir là. La raison d'être de ce petit live, c'est tout simplement que moi j'avais très envie de proposer ce type de session chez Atavic. On n'a rien à cacher, on est extrêmement ouvert à toute forme de questions, on est plutôt détendu sur à peu près tous les sujets. Et il est complètement normal et légitime que des gens qui s'intéressent à une marque puissent entrer en contact directement avec la marque et pourquoi pas directement avec le fondateur de la marque et puis poser tout un tas de questions sans passer par un service client, sans passer par des documents commerciaux, des brochures, des choses extrêmement convenues, des jolis sites web avec des argumentaires déjà tout prêts, tout bien ficelés. La conversation de personne à personne, ça reste super sympa et à mon avis le meilleur moyen de vous montrer tout simplement qu'on est disponible pour vous, que je suis disponible pour vous, pour répondre à vos interrogations, vous parler d'Atavic et puis de tout sujet connexe concernant l'alimentation de vos animaux. Qu'est-ce que ça donne au niveau du retour, au niveau de nos première question. Alors on a plusieurs façons de recevoir des questions. Il y a les questions qui vont arriver en cours de conversation par le live et l'arrivée des gens dans le live. Et on a également des gens qui choisissent de nous poser des questions par message privé également. Et comme on a annoncé il y a quelques jours qu'on allait avoir ce petit live, eh bien on a des gens qui nous ont envoyé quelques minutes avant le live un certain nombre de questions auxquelles on va évidemment répondre. Mais n'hésitez pas à rebondir sur les questions, sur les réponses, à poser vos propres questions et à alimenter tout ça. Voilà, on est ensemble jusqu'à 19h. Je suis Nicolas Nolf, le fondateur d'Atavic et questions et pour rentrer dans le vif du sujet, on prend une première question en message privé. J'ai entendu que l'alimentation sans céréales pour chiens et chats était une mode et que les céréales étaient une bonne source de fibres. Pourquoi ne pas mettre de riz, par exemple, dans vos croquettes? Ok, on commence par là. L'alimentation sans céréales pour chiens et chats qui serait une mode, j'ai envie de dire, si c'est une mode qui dure depuis quand même quelques dizaines de milliers, centaines de milliers, voire quelques millions d'années quand même. Ça fait quand même pas mal de temps que les chiens et les chats à leur état non domestiqué s'alimentaient sans les céréales dans l'alimentation et sans reculer jusque des temps immémoriaux. On peut aussi se rendre compte que le cousin génétique le plus proche du chien domestique qui est le dingo. Le dingo est parfaitement en vie dans certaines contrées aujourd'hui et puis le dingo, il n'a toujours pas adopté spontanément les céréales dans son alimentation. Donc déjà, parler de mode en matière de sans céréales, c'est pas tout à fait exact. Ce qui est exact, c'est que l'industrie du pet food a commencé à proposer des produits, des croquettes sans céréales, à une date relativement récente. Je n'ai plus la date exacte en tête, mais je situe ça aux alentours des années 2005, 6, 7, on va dire. Donc il y a une quinzaine d'années sur le marché nord-américain, avec quelques marques
canadiennes, nord-américaines d'une manière générale, qui ont commencé avec ce sans céréales en s'inspirant du coup pour ce concept eh bien, du régime alimentaire naturel supposé du chien à l'état sauvage, voire éventuellement du loup. Là-dessus, l'intention de départ, c'était effectivement, je pense, dans l'industrie, d'enlever les céréales, partant du principe qu'au naturel, ces créatures-là ne consomment pas de céréales. Le truc, c'est pour fabriquer des croquettes, il faut aussi de l'amidon. Il n'y a pas de croquettes possibles extrudées sans amidon. Quand on fait de ce qu'on appelle de l'extrusion, c'est-à-dire la mise sous pression d'une préparation malaxée, qui va viser ensuite à produire des croquettes, au sens où le consommateur le connaît le mieux sur le marché, la fameuse croquette, eh bien, cette extrusion n'est pas possible s'il n'y a pas assez d'amidon dans la préparation pour faire tenir la pâte, si vous voulez. Ça ne tient pas, ça sort en mode bouilli, et puis ça ne sèche pas bien, on n'arrive pas à le conserver correctement, etc. Donc il faut de l'amidon. Donc là-dessus, une fois que les premiers fabricants de sans céréales ont voulu enlever les céréales des croquettes pour suivre, on va dire, une approche supposée plus naturelle, ils se sont trouvés immédiatement confrontés à la problématique de par quoi remplacer l'amidon des céréales pour faire tenir la croquette, puisque quand vous enlevez les céréales, vous enlevez notamment l'amidon. Donc ils ont remplacé, et c'est à peu près toujours le cas aujourd'hui, c'est aussi le cas sur les croquettes Atavik, pour la plupart d'entre elles, ils ont remplacé l'amidon des céréales par l'amidon, par exemple, des pommes de terre ou des pois. Alors vous allez me dire, amidon pour amidon, c'est toujours le même problème, le chien et le chat n'en ont pas besoin, voire même le chat est un carnivore strict, il ne doit même pas en manger du tout, sauf qu'il n'y a juste pas de croquettes possible sans ça. Donc j'ai envie de vous dire déjà, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on veut effectivement que son chien ou son chat ne consomme pas du tout d'amidon, eh ben, il ne faut pas donner de croquettes. C'est aussi simple que ça. Et je n'ai pas mieux à vous répondre. Voilà, et ça commence fort. On commence par se répondre franchement. Les gens qui sont obsédés par la présence d'amidon dans les croquettes, j'ai une seule chose à leur dire, c'est juste d'arrêter de donner les croquettes. Et ça tombe assez bien. Chez Atavik, mais pas que chez Atavik, on a tout un tas d'autres modes d'alimentation complets qui contiennent quasiment pas d'amidon, voire pas d'amidon du tout, et qui ne sont pas des croquettes. On peut penser par exemple au pâté, on peut aussi penser aux produits barf, pour le coup, qui se dispensent complètement d'amidon, puisque eh bien, il n'y a pas de question d'extrusion. Par ailleurs, on va quand même refaire un petit détour par les céréales. Il y a quand même une chose un peu problématique dans les céréales, notamment celles qui sont stockées pendant très longtemps, pour être ensuite écoulé notamment dans le pet food, c'est la présence de mycotoxines. Et ça, c'est un sujet dont on parlait quand même énormément au début des années 2010, 12, 13, etc. On parlait quand même pas mal des mycotoxines. Les mycotoxines sont des moisissures qui prolifèrent dans les céréales, et notamment quand on les stocke, et y compris après qu'on les ait traitées. Donc les céréales sont exposées aux mycotoxines. Les mycotoxines sont néfastes pour l'animal, voire extrêmement dangereuses, peuvent provoquer tout un tas de dégradations de l'état de santé, et donc se dispenser des céréales dans les croquettes et les remplacer par de l'amidon de pommes de terre par exemple, ou de l'amidon de petits pois, eh bien c'est quand même une façon de limiter le risque de mycotoxines. De limiter le risque peut toujours exister, on peut toujours avoir des mycotoxines qu'on appelle des mycotoxines de stockage, qui peuvent venir proliférer, des moisissures peuvent venir s'il y a de l'humidité dans le lieu de stockage des croquettes, même si elles n'ont pas de céréales, mais au moins on évite la présence massive des mycotoxines dans les céréales qu'on commence à mettre dans la machine au départ. Donc ça n'est pas neutre du tout d'avoir remplacé l'amidon qui venait de ces céréales par d'autres sources d'amidon, parce que déjà ça permet quand même d'être un petit peu plus tranquille sur la question des mycotoxines. Voilà, je pense que j'ai répondu à cette question de la mode. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Nombreux sont mes clients qui me demandent à quand un packaging en 10 kg pour la gamme croquettes chaton. Alors ça, c'est une super question, Laetitia. Laetitia est revendeuse à Atavik dans le Perche, et donc quand elle parle de ses clients, eh bien, il s'agit des gens qui viennent s'approvisionner en produits chez elle, et elle me dit: nombreux sont ceux qui me demandent un packaging en 10 kg pour la gamme croquettes chaton.
Alors, la gamme croquette chaton. Vaste sujet. La gamme croquette chaton, c'est ce qu'on appelle chez nous un produit catalogue de notre fournisseur. C'est un fournisseur italien et c'est une recette qui n'a pas été conçue exprès pour Atavik. C'est une recette qui est issue du catalogue du fabricant, qui est une recette archi éprouvée qui fonctionne très très bien. Et simplement, eh bien, pour lancer une production de cette recette, il demande un minimum de production qui compte en un certain nombre de tonnes. Et tout simplement, on n'a pas chez Atavik la masse critique, on va dire, de clientèle qui nous réclame des croquettes chatons pour faire déclencher à la demande, quand on en a besoin, cette production minimum. Donc on est obligé d'attendre, parce qu'il y en a une consommation assez faible, on est obligé d'attendre que le fabricant fasse une production générale pour un certain nombre de marques de cette recette pour venir se greffer dessus et commander des produits, sachant que ce sont des sacs de 2 kg et qu'on en a un volume vendu relativement faible et que donc la demande en 10 kg, peut-être qu'il y en a une concentration un petit peu plus importante autour de Laetitia, peut-être de son côté des gens qui élèvent des chats et qui ont peut-être des besoins un petit peu plus costauds en matière de quantité, mais globalement, malheureusement pour nous, le gros des troupes, on va dire, ne réclame pas ce packaging et créer bien sûr un nouveau packaging et une nouvelle référence de produit et un nouveau stockage pour des nouvelles références qui tournent très très peu, et ben c'est embêtant parce qu'après on se heurte aux problématiques de conservation du produit et de fraîcheur et de date limite. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle voilà, Laetitia me confirme, c'est parce qu'elle a pas mal d'éleveurs qui en demandent et qui souhaiteraient passer sur plus gros. Je comprends, mais il est vrai que on n'a pas assez de demandes pour justifier la mise en production d'une quantité, enfin d'un contenant plus conséquent que ce qu'on a actuellement. Autre question issue des messages privés. Ouais, elle est bien celle-là. Pourquoi Atavik est-il si cher? C'est une question qu'on me pose de temps en temps, mais je commencerai par dire qu'on me l'a posé beaucoup plus souvent au début que récemment. Je dirais plus le temps passe, moins c'est une question qu'on nous pose. Atavik est vendu entre guillemets cher. Déjà cher, c'est toujours relatif, c'est-à-dire cher par rapport à quoi? Si vous achetiez un produit 30% moins cher en valeur faciale et que vous ne voyez pas la différence en utilisant les produits Atavik, à ce moment-là, Atavik vous paraît cher. Et je dirais inutilement cher si vous ne voyez pas la différence. Par contre, savoir pourquoi est-ce que c'est si cher, est-ce que c'est trop cher ou pourquoi est-ce que c'est si cher, c'est une question qu'il faudrait poser aux centaines ou aux milliers de propriétaires de chiens dont on a changé la vie de l'animal au fil des années. Parce que honnêtement, quand on a des clients qui allaient chez le vétérinaire tous les X pour avoir des piqûres de cortisone parce que leur chien avait des démangeaisons chroniques, se grattait jusqu'au sang depuis 4 ou 5 ans, et qu'en quelques semaines de notre recette à l'agneau, par exemple, les démangeaisons ont disparu et qu'il n'y a plus de visite chez le vétérinaire autre que pour les vaccins, bah, il faudra aller demander à ces clients-là s'ils trouvent que c'est trop cher. Je crois même qu'on a un paquet de clients qui nous répondraient que c'est même pas assez cher par rapport à ce que ça leur a changé la vie. Les chiens qui veulent plus manger de croquettes parce qu'il n'y en a aucune à leur goût et qui se remettent à manger en venant sur nos produits, ben pareil, les propriétaires sont quand même très très contents d'avoir trouvé cette solution-là. Les chats, même remarque, etc., etc. Donc trop cher, c'est si vous voyez pas la différence, ou si c'est moins bien avec Atavik qu'avec votre ancien produit, à ce moment-là c'est toujours trop cher. Un mauvais produit est toujours trop cher, un bon produit n'est jamais assez. Ça, c'est la première chose, c'est que le prix, c'est relatif, en fait. Il peut arriver aussi que ça devienne trop cher ou que ce soit trop cher pour votre budget. Et c'est une question qui nous est de temps en temps posée. Comment je peux faire avec un petit budget pour me permettre vos produits? On a bien conscience de ça. Et effectivement, on sait ce que c'est. On est tous chez Atavik des gens qui sont passés par là. On sait aussi ce que c'est que de ne pas pouvoir se permettre d'acheter un produit. Pour autant, on ne souhaite pas dégrader la qualité des produits pour rencontrer un critère de prix. Notre promesse aux clients, c'est que la qualité du produit passe avant toute autre considération. C'est-à-dire ce qu'on vous promet, sac après sac après sac. C'est que ce qui est dedans, boîte après boîte après boîte, ce qui est dedans est notre meilleur effort possible sur la qualité qui est atteignable. Donc on va chercher chez nos partenaires de production, pas l'endroit où c'est le moins cher, pas l'endroit où c'est un rapport qualité-prix correct, on va là où c'est la meilleure qualité possible. En dernier lieu, on regarde combien coûte le produit à produire. À partir de là,
on fixe le prix de vente en fonction de ce que ça nous coûte de le vendre et de le distribuer, et c'est ça qui détermine le prix. Donc, je peux entendre qu'on ne puisse pas se permettre le produit, mais de mon point de vue, c'est toujours un procès un petit peu injuste fait à une marque qui vise la meilleure qualité atteignable que de lui dire c'est trop cher au motif qu'on ne peut pas se le permettre. Et moi, il y a des tas de produits de consommation, d'un tas de choses, alimentaires. Il y a des denrées alimentaires que je n'achète pas à titre personnel parce que je n'ai pas les moyens de les acheter. Il y a des voitures que je ne conduis pas et que je ne pourrai jamais conduire parce que je n'ai pas les moyens de me les payer. Il y a des montres que j'aimerais porter que je ne pourrais pas porter parce que je n'ai pas les moyens de les acheter, et ainsi de suite. Pour autant, je ne fais pas le reproche aux marques qui se placent sur le top du top et qui font des produits exceptionnels, d'être ce qu'elles sont et de vendre au prix où elles vendent. Par ailleurs, il faut aussi se dire que derrière le produit, il n'y a pas que les ingrédients, ça ne s'arrête pas là. On met à disposition et on livre aussi des produits en parfait état, quelquefois le lendemain avant 13 heures. Tout ça a un coût. Vous avez une question sur les produits, vous nous envoyez un mail, on vous répond en quelques heures. Il y a des gens au bout, compétents, qui vous répondent. Vous souhaitez nous appeler, on est joignable de 8h à 18h. Vous parlez à des gens qui sont compétents, qui prennent le temps qu'il faut pour vous écouter. Ce sont des gens qui parlent français. Ils sont ici dans nos bureaux. Ils sont à 10 km d'ici, dans une société partenaire qui est en charge de répondre au premier niveau de questions que vous pouvez avoir. On n'utilise pas de plateaux d'appel qui sont basés à l'étranger. On ne laisse pas non plus les téléphones sonner dans le vide. Et on ne laisse pas des gens formés la veille au soir prendre en main les réponses à vos questions les plus brûlantes sur la santé de votre animal. Mettre en face de vous, au quotidien, des gens compétents, formés, reformés, sans arrêt, aux dernières nouveautés, aux dernières infos, aux dernières avancées sur la recherche sur la nutrition, les derniers articles de la science vétérinaire disponibles, etc., etc. Tout ça a un coût, et parce que ça a un coût, le produit derrière a un prix. Et c'est également le prix de la pérennité. L'entreprise, elle est là pour exister longtemps. On est honoré de la confiance que nous font nos clients, d'acheter nos produits, mois après mois après mois, année après année. On est dans la 8e année d'existence d'Atavik, on a des gens qui achètent nos produits tous les mois depuis plus de 7 ans. La raison pour laquelle c'est toujours possible et pour laquelle ils nous trouvent toujours en face d'eux au bout de 7 ans passés, c'est que l'entreprise gagne sa vie de façon à traiter correctement ses salariés, à maintenir les compétences dont je vous parlais à l'instant, à maintenir sa capacité aussi à payer ses fournisseurs, de façon à ne pas non plus devoir sans arrêt ergoter sur le prix des ingrédients auprès des fournisseurs et ne pas encourager par une pression sur les prix les fournisseurs à dégrader la qualité du produit. Donc c'est aussi le prix du maintien constant de cette qualité des produits. Voilà pour la question du prix. Laetitia me confirme en live que effectivement elle a passé un berger allemand sur la gamme de produits et de croquettes à la dinde, plus aucune démangeaison en 3 semaines et ça dure. Voilà un exemple type, effectivement. Pour Laetitia et son berger allemand, pour le coup, on peut considérer que c'est pas vraiment une question de prix pour le coup. C'est aussi une question de ce que l'aliment a pu apporter à son animal. Quand vous achetez un produit bas de gamme, qui coûte, admettons, 30 € le paquet, d'une marque X ou Y, il y a le prix du paquet de croquettes, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est le coût global de l'utilisation de ce produit. Et le coût global de l'utilisation de ce produit, c'est le prix d'achat du paquet de croquettes et le prix des conséquences de donner cette croquette. Et ça, c'est le vrai coût d'utilisation de votre croquette, soi-disant pas cher. Combien ça vous coûte réellement d'être sur un aliment d'entrée de gamme extrêmement bon marché? Il faut mettre bout à bout aussi vos factures de veto. Il faut mettre aussi le coût de votre insatisfaction, de votre frustration, de voir votre animal malade tous les jours, de perdre au fil du temps le plaisir d'être avec votre animal, aux côtés de votre animal, parce qu'il sent pas bon, parce qu'il a des croûtes, parce qu'il se démange, parce que c'est pas un spectacle quand il y a des invités, alors on met le chien un petit peu à l'écart, parce qu'il perd ses poils, parce qu'il pue, parce qu'il a les oreilles sales, parce qu'il a des problèmes digestifs et qu'il faut ouvrir toutes les fenêtres au bout de 5 secondes. On a dit que c'était sans tabou ce soir, donc on peut en parler aussi. À un moment donné, c'est aussi le prix le coût finalement de tout ce plaisir gâché, d'avoir un animal qui n'est pas dans un état de forme optimale, avec lequel vous ne pouvez pas avoir les activités physiques que vous souhaitiez avoir, vous ne pouvez pas faire le sport que vous espériez faire avec, et vous avez cet animal 10-12 ans chez vous, il n'est pas bien, vous voyez qu'il n'est pas bien, et ça vous rend pas bien à vous aussi.
Et de fait, tout ça, c'est le coût global, ça. C'est le coût caché, j'ai envie de dire, mais qui n'est pas si caché que ça, mais il faut juste y réfléchir un petit peu. Mais c'est le coût global d'un produit pas cher, avec des ingrédients pas chers, pour lequel seul le prix est un critère. Nous, on refuse d'aller vers ça. Il y a des tas de marques qui proposent ça, il y en a plein les magasins, je n'ai pas à vous citer de marque, je n'ai pas à vous citer les magasins. Vous savez comme moi qu'on trouve partout des croquettes à voilà, pas 3 fois rien, vous allez payer 25 € un paquet de 10 ou 15 kilos de croquettes. Ça existe, mais il faut savoir qu'on en a en général pour son argent. Et quand je dis on en a pour son argent, on en a quoi? On en a aussi des problèmes. Pour son argent, c'est proportionnel. Donc pour le coup, voilà notre avis là-dessus, et on peut pas demander à Atavik d'aller tout d'un coup sortir des produits qui seraient devenus pas chers parce qu'ils seraient devenus pas bons. Des produits pas bons, c'est pas chez nous. Si on n'a pas envie de les donner à nos propres animaux, on ne vous les propose pas. Je trouverais extrêmement malhonnête de vous proposer d'acheter quelque chose que je serais le dernier à donner à mon chien. Ça, c'est un truc que je me refuse à faire. Je ne me vois pas vous dire, allez-y, achetez, hein, c'est bien, achetez ce truc-là. Par contre, moi, mon chien ne mangera pas ça. Hein. Moi, je vais lui donner du barf, je vais lui donner des trucs comme ça. Par contre, allez-y, achetez ce truc-là, c'est bien, ce truc-là. Moi, je ne veux pas faire ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, mes chiens mangent tout ce qu'on a chez Atavik. Il y a les croquettes, il y a les conserves, il y a les friandises, il y a le barf. On tourne dans la gamme, on se fait plaisir, on se détend sur le sujet, un petit peu de ci, un petit peu de ça, on mélange, certains chiens en mélangent pas, pour certains ça va, pour certains il vaut mieux éviter de mélanger, peu importe. Mais on se fait plaisir dans cette gamme, et surtout on est constamment dans des produits de qualité, que ce soit de la croquette, de l'humide, du barf, etc. C'est aussi ça, c'est aussi le prix de vente qui permet de maintenir cette qualité. Priscilla nous dit, mon chat a une dermatite atopique chronique. On ne cite pas de marque sur notre site, donc Laetitia n'a pas cité de marque tout à l'heure, Priscilla en cite une, je ne la citerai pas. On ne cite pas de marque sur notre page, j'en profite juste pour dire ça. Ça fait maintenant 6-7 ans qu'on est sur Facebook. On ne cite jamais de marque sur notre page, ni en bien, ni en mal. C'est-à-dire qu'on ne laisse personne dire du mal de façon nominative de marques concurrentes. Et puis on n'en parle pas non plus de l'autre côté. Donc, dermatite atopique chronique, et elle lui donnait une marque bien connue, voilà, généraliste, on va dire. Et sur avis de mon vétérinaire, passé chez Atavik, ça on peut le dire, on est chez nous, eh bien, il n'y a pas photo, plus de piqûres de cortisone, sans parler de son poil, bah oui, de son haleine qui se sont améliorées. Donc voilà, elle ne trouve pas le prix excessif, peut-être même un petit peu moins cher que son produit précédent. Voilà. Donc et puis en plus, oui, c'est français. Alors ça dépend où on est dans la gamme. Hein. Tout n'est pas français chez Atavik. On en parlera peut-être tout à l'heure aussi de ça, du Made in France et de pourquoi on fait les choses dans cet ordre-là. Mais effectivement, oui, on a une gamme de croquettes pour chiens françaises. Et puis comme on est entre nous, j'en profite pour vous dire qu'on travaille évidemment aussi sur le sujet de la croquette pour chat Made in France. Et ça va arriver bientôt. Voilà. Donc merci à Priscilla pour son témoignage. Sébastien nous dit bonjour. Salut Sébastien. Avez-vous des produits humides en sauce pour chat? Je n'en ai pas vu dans votre gamme. Merci pour votre réponse. On n'a pas de produits en sauce. Je pense que je vois ce dont vous voulez parler. On en a vu chez des fournisseurs. On sait que ils travaillent sur un certain nombre de choses. On a jusqu'à présent ce qu'on avait vu n'était pas pour nous n'était pas assez quali de notre point de vue. Ça me paraissait pas. Certes, il y a de la sauce, c'est appétissant et ça a ce côté plat en sauce qui est très sympa et c'est ce que cherche visuellement le consommateur. Mais de mon point de vue, les ingrédients qui étaient dedans tout simplement n'étaient pas assez qualitatifs. Mais mon petit doigt me dit que on pourrait peut-être voir des choses arriver quand même dans le courant de l'année, tout simplement parce que on a demandé à notamment un partenaire de revoir sa copie sur des choses et je viens de voir passer il y a très peu de temps des échantillons sur des choses qui devraient être assez sympas. Et je rebondis là-dessus d'ailleurs pour vous parler d'un truc, c'est la première valeur d'Atavik, on a dit c'est la qualité passe avant toute autre considération. Et la mission d'Atavik, on en parle moins, on parle souvent de nos 3 valeurs. La mission d'Atavik, c'est changer la vie des chiens, des chats et de leurs maîtres par la meilleure alimentation naturelle possible. C'est beaucoup de mots et ils ont tous été pesés et choisis. Changer la vie, c'est quelque chose d'ambitieux et donc on est là pour bosser en profondeur sur croquettes, humides, friandises, barf, etc. On ne fait pas les choses à moitié. On y va carrément pour changer la vie par l'alimentation. Des chiens, des chats et de leurs maîtres. L'ordre dans lequel c'est mis
n'est pas innocent. D'abord, c'est changer la vie des chiens et des chats. En troisième lieu, si on peut, on s'intéresse au maître. Et donc je rebondis sur la question de Sébastien. Effectivement, il y a de jolis trucs en sauce qui sont très très sexy à montrer au maître, parce que ça ressemble à nos jolis plats en sauce, la cuisine de nos grands-mères, les plats mijotés, etc. Mais comme je vous le disais, qui, de mon point de vue, nutritionnellement et qualitativement, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on doit proposer aux chiens et aux chats. Et donc on ne le fait pas. Tant qu'on n'a pas quelque chose qui est nickel qualitativement sur la priorité que sont les chiens et les chats, tant pis, si on ne peut pas tout de suite faire plaisir au maître, on attend un petit peu jusqu'à ce qu'on ait le bon produit pour d'abord la nutrition des chiens et des chats. Si en plus ça fait plaisir au maître, ça sera encore mieux. Mais le maître passe en dernier chez Atavik, après les chiens et les chats. C'est comme ça qu'on est câblé. François nous dit, un de mes chats, alors je découvre les questions en même temps que je les dis, ça peut être n'importe quoi qui sort. Alors François, un de mes chats a un très léger problème de petite déficience rénale. Mon vétérinaire me suggère de lui fournir une nourriture faible en protéines et en sucre. Quel est le meilleur produit que vous conseilleriez à mon chat? Excellente question François. Gros sujet derrière ça. La déficience rénale, c'est quelque chose qui est très répandu chez les chats. Et effectivement, traditionnellement, les vétérinaires ont tendance à conseiller donc une nourriture faible en protéines et en sucre pour faire travailler les reins le moins possible. Les meilleurs produits conseillés à mon chat par rapport à ça. Alors, concernant cette histoire de protéines, il y a quand même quelque chose qui est assez remarquable, et c'est pas moi qui le dis, c'est que ça fait 7 ans maintenant qu'on a des revendeurs professionnels, on en a pratiquement 200, dont une majorité de vétérinaires, de cliniques vétérinaires. Donc on a des vétérinaires qui travaillent quelquefois, je crois, le plus ancien doit être chez nous depuis 6 ans, clients. Donc on a un bon recul, on va dire, sur ce qui se passe en clinique véto quand on met nos produits en face des animaux. Et je ne compte plus les cas où on m'a rapporté des anecdotes de chats qui avaient des problèmes de reins et qui, contre toute attente, allaient vachement mieux, en fait, avec un certain nombre de produits dans notre gamme. Et c'est un peu curieux, parce qu'on se dit, effectivement, la logique serait de dire, voilà, il faut le moins de protéines possible, et s'il y a beaucoup de protéines, ça va flinguer les reins de mon chat. En fait, on a cherché à comprendre pourquoi, et on s'est rendu compte, pour le coup, par les études scientifiques, et notamment par l'étude de Nottingham, qui est une étude menée entre 2013 et 2015 à l'université de Nottingham, qui a démontré notamment que la nature des protéines présentes dans le pet food jouait un rôle majeur sur leur assimilation. Et donc en fait, on focalise trop souvent sur le taux de protéines, alors qu'en réalité, on ferait mieux de s'intéresser à la nature des protéines. Quand ce sont des protéines facilement assimilables, notamment basées sur les protéines animales et le plus possible en matière fraîche, eh bien on a une assimilation des protéines jusqu'à 55% meilleure avec du frais qu'avec des produits basés sur du déshydraté, par exemple. Donc j'ai envie de vous dire de faire un tour du côté de nos pâtés, tout ce qui est gamme humide, tout simplement parce qu'on est sur de la protéine fraîche, poulet frais, dinde fraîche, etc. etc. J'ai un peu de trucs là à côté de moi à vous montrer. Bon, ça ici c'est une boîte pour chiens, mais vous saisissez l'idée. On a à la fois des classiques 4 saisons, on a des textures, on a carrément, là ici on est sur de l'émincé de dinde et de lapin, donc pour chat. Donc ne pas hésiter à aller faire un petit tour du côté de l'humide, tout simplement pour notamment ces protéines fraîches de lapin, de dinde, de poulet, de canard, etc., qui seront beaucoup mieux assimilées que des croquettes basées sur des matières entièrement sèches. Ça c'est la première chose. Et puis aussi par les boîtes, vous apportez surtout de l'humidité à votre chat. Donc vous contribuez très fort à l'hydratation de votre chat, et ça c'est aussi une des premières clés pour prévenir l'apparition de pathologies rénales, parce que le chat est un animal un petit peu particulier, en ce sens que pour un tas de raisons, il est persuadé pendant qu'il mange, il est persuadé qu'il est en train de boire en même temps. C'est-à-dire que la consommation de son aliment envoie à son cerveau
le signal qu'il est désaltéré. Le problème, c'est que c'est exact quand il mange des pâtés humides, mais que c'est absolument faux quand il mange des croquettes. Une croquette qui comporte 9% d'humidité, évidemment, c'est absolument pas suffisant pour hydrater le chat. Et donc le chat, il se déshydrate à son insu, en fait, tout simplement. À l'état sauvage, il n'a pas ce problème-là, puisqu'il mange de la viande fraîche à longueur de temps sur ses proies. Par contre, le chat domestique, nourri aux croquettes, il sèche lentement mais sûrement, et il sèche sans s'en rendre compte. En plus, c'est d'ailleurs pour ça que même des fois, en leur mettant un bol d'eau à côté, mais ils en veulent quand même pas. Ils ont la sensation qu'il n'y en a pas besoin. Et ils aiment pas boire dans une eau stagnante non plus, les chats. Donc quand vous laissez une soucoupe ou un petit bol avec de l'eau, il y a beaucoup de chats qui veulent pas y toucher. Ils préfèrent une eau vive, comme on dit. C'est pour ça qu'ils restent assis sur le bord de l'évier de la cuisine en attendant désespérément que vous ouvriez le robinet, ou qu'ils vous suivent dans la douche, ou qu'ils lèchent les parois de la douche, etc. Les propriétaires de chats connaissent bien ça parce qu'ils aiment bien l'eau vive. Ce qui peut être sympa aussi, on en a pas chez Atavik, c'est pas notre métier, mais c'est les fontaines à eau pour les chats, qui permettent d'avoir cette eau courante et filtrée. En plus, il y a d'excellentes fontaines pour des sommes relativement modiques. On trouve des fontaines à eau de qualité entre 50 et une centaine d'euros et qui sont garanties 2 à 3 ans et qui fonctionnent très très bien avec des filtres à charbon actif à changer régulièrement pour bien filtrer tout ça. Ça permet d'avoir une eau vive et qui va inciter le chat à boire. Donc, investir dans une fontaine à eau de bonne qualité, c'est un bon conseil. Et puis faire un tour du côté des pâtés et moins être omnubilé par le taux de protéines que par la nature de la protéine, pour le coup. Priscilla disait, autant pour moi, j'étais persuadé que c'était français. Ouais, alors c'est français, on va y venir aussi, c'est une question qu'on a souvent. Atavik est une marque française, on est une entreprise familiale, on est installé dans le nord de la France, je vous parle ici du délicieux village de Brion, où sont implantés nos bureaux. On est entre Lille et Valenciennes, à 30 secondes de la sortie d'autoroute. On est du Nord, moi je suis lillois, et puis nos bureaux ils sont implantés ici, on a toujours été implantés ici, et on crée nos emplois directs et indirects ici, dans le Nord de la France. On en est super fiers. Depuis 2012, Atavik donc démarrait tout seul, on était deux avec mon épouse à l'époque, fin 2012 quand on a lancé ça. Atavik aujourd'hui c'est 13 personnes en emploi direct à plein temps, c'est également à peu près 6 à 7 emplois indirects par le biais de nos prestataires de logistique par exemple ou téléphonique qui sont tous à 2 pas d'ici et qui n'ont de travail que parce qu'on est là et parce qu'il y a une marque. Donc en gros ça fait travailler une vingtaine de personnes, une vingtaine de familles directement ou indirectement très proches ici et c'est une immense fierté pour nous. Pour le coup on a eu la grande nouveauté en 2019 sur les croquettes pour les chiens qui sont fabriquées à 2 pas d'ici, pour le coup à Boulogne-sur-Mer. C'est une grande fierté pour nous d'avoir réussi à incorporer l'an dernier cette gamme et de mettre en valeur les outils de production, les savoir-faire français et de faire travailler les gens dans notre région. En plus, c'est sympa de pouvoir le faire, de réduire aussi un petit peu la chaîne logistique. Ça fait que les produits viennent de moins loin, on est meilleur en empreinte carbone, etc. Après, on a ce projet aussi sur les croquettes chat, comme je vous le disais tout à l'heure. On a également des mâchouilles dans nos friandises qui viennent de Bretagne et qui sont fabriquées avec de la viande bretonne, pour le coup des morceaux séchés bretons et qui sortent du Finistère Sud. Au fin fond d'un petit vallon, c'est assez sympa, c'est tous les clichés de la campagne bretonne quand on y va, le petit vallon, le petit ruisseau, et puis au bout de tout ça, le dernier sécheur en plus de ce type de produit encore en activité en France. Donc ça c'est une grande fierté. Mais je refais une boucle par la qualité avant toute autre considération. La qualité avant toute autre considération, ça a aussi voulu dire chez nous pendant toutes ces années que c'est bon avant d'être français. J'entends par là qu'on a toujours été chercher ce qui représente le meilleur effort possible atteignable par la technologie existante. Si cette technologie de fabrication qui permet d'avoir le meilleur, si elle est en Allemagne, on va en Allemagne. Si elle est en Angleterre, on va en Angleterre. Si c'est l'Italie, c'est l'Italie. Tant que c'est pas en France, c'est pas en France qu'on va. Donc pendant très longtemps, en France, il n'y avait pas de fabricant capable de rencontrer notre cahier des charges sur la plupart de nos produits. On consulte toute l'année, je suis toute l'année, je voyage énormément, je suis toute l'année en contact avec des fabricants, sur des salons, sur des colloques, sur des congrès, des conférences, ce soit en lien avec la technologie, avec les ingrédients, avec les machines, avec la science vétérinaire. Je côtoie des centaines et des centaines de dirigeants d'entreprises dans notre industrie qui sont susceptibles de nous aider à un moment donné. Et l'état de ma connaissance
en tout cas, me faisait dire que je ne trouvais pas en France de gens capables de faire ce qu'on cherchait à faire, parce que les technologies nécessaires pour le faire n'étaient pas exploitées en France. Voilà, pour un tas de raisons économiques principalement. Et puis tout ça bouge, parce que le marché évolue, puis le consommateur il pose des questions, et il réclame tout d'un coup des produits plus qualitatifs qu'avant, il les réclame de façon plus massive qu'avant. Avant il y avait 2-3 personnes qui demandaient après ce genre de produits, puis après c'est devenu 20, 30, et puis 200, 300, 3000, 30 000, 300 000, 3 millions, et c'est ce qui fait à un moment donné qu'un fabricant va se doter des outils. Parce que le fabricant il a un investissement très fort à faire pour se doter des outils, et il ne le fera que s'il y a un marché en face. À un moment donné, c'est une problématique économique tout simplement. Et donc, on a trouvé l'année dernière un partenaire industriel français capable de faire des choses à la hauteur de ce qu'on voulait en termes de qualité, tout simplement parce qu'il a investi. Et c'est un partenaire qu'on avait consulté à plusieurs reprises les années précédentes. En réalité, on est en contact avec lui, je crois, depuis 2011, donc même bien avant les débuts commerciaux d'Atavik, donc vraiment à la jeunesse du projet. Et à l'époque, il ne savait pas faire. Il n'avait juste pas les machines, il n'était pas équipé pour, il n'avait pas le savoir-faire. Il s'était pas prévu en termes d'investissement parce que le marché ne lui envoyait pas ces signaux comme quoi il y avait besoin de développer ces technologies-là. Et puis les choses changent. Voilà, donc on bosse avec des partenaires qui se sont équipés. C'est aussi qu'on bosse avec des gens qui sont à l'écoute de ce que le consommateur réclame et des problématiques que le consommateur rencontre et puis cherche à mettre en face des solutions. Donc ça prend du temps pour trouver tout ça. Mais le principal fil conducteur chez nous, ça reste toujours cette qualité. Encore une fois, c'est la préoccupation principale chez nous, c'est faire le mieux possible pour le chien et le chat. Après, effectivement, si on arrive à le faire près de chez nous, ma foi, tant mieux. On est ravis de pouvoir le faire avec notre usine à Boulogne-sur-Mer, qui est partenaire sur nos croquettes. Et on va continuer de développer les choses avec eux. Et je ne désespère pas de continuer à développer d'autres gammes de produits Atavik en France, le plus possible. Si on peut joindre les deux critères, ma foi, c'est excellent. Question de Brigitte. Bonsoir Brigitte. Pour les personnes qui ont des boxers, cette race adorable, mais il faut le reconnaître, une race due à une manipulation génétique qui les rend fragiles, la mienne, adoptée, digère beaucoup mieux, ne pète plus ou si peu. Merci Brigitte pour ce petit détour bien terre à terre. On avait dit sans tabou ce soir. Merci Brigitte d'être sans tabou sur le sujet. Et cela depuis qu'elle prend des croquettes Atavik sans céréales. Les chiens ne sont pas des granivores. Alors oui, c'est peut-être un peu cher, mais quand on aime, on ne compte pas. Merci à vous, Brigitte, pour ce souci du détail qui vous honore. Et pour le coup, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que par rapport au fait que il y a plein de petits inconvénients comme ça d'avoir un chien qui a des soucis digestifs et qui nous pourrit non seulement l'atmosphère, mais un petit peu la vie et les soirées quelquefois. C'est sympa quand on peut régler ces problèmes-là. Voilà. Merci Brigitte d'en témoigner. Alors, pourquoi vous n'affichez pas, alors ça c'est par message privé, pourquoi vous n'affichez pas tous les pourcentages dans vos compositions? Ouais, excellente question. J'aime beaucoup cette question-là, on l'a régulièrement, de plus en plus souvent. Alors, comment vous expliquer tout ça? Il y a au départ une histoire de législation derrière ça. C'est que il y a une législation sur l'étiquetage qui s'applique à tous les pays d'Europe. C'est une législation européenne qui est la même donc pour tout le monde. Elle s'applique aux marques, comme Atavik, mais elle s'applique évidemment aux partenaires de fabrication qui fabriquent pour les marques. Cette loi, cette législation prévoit qu'on stipule sur les emballages, il y a une liste exhaustive de choses à stipuler sur l'emballage, notamment le taux de protéines, les matières grasses, l'humidité, les cendres brutes et les fibres. Donc là-dessus, les partenaires de fabrication, quand ils nous fournissent les fiches techniques des produits, déjà nous fournissent ces pourcentages-là, et rien d'autre. Nous, on pose des questions derrière. On leur demande de préciser aussi les oméga 3, les oméga 6, le phosphore, le calcium, le magnésium, le sodium. En gros, on devance vos futures questions, parce que c'est des questions que on sait très bien que les consommateurs vont nous poser, et donc on devance ces questions-là en les posant à l'usine, tout simplement pour avoir les réponses prêtes à porter demain. Au moment de fabriquer les produits et de les étiqueter, c'est là que ça se corse. On ne peut pas demander et on ne peut pas obliger le partenaire de fabrication à étiqueter autrement que conformément à la législation. Et il faut savoir que les taux qui sont indiqués sur les paquets, et qui sont donc les 5 taux fixés par le règlement, ces 5 taux, une fois qu'on les a écrits sur les paquets, ils sont garantis. On doit les garantir.
ils doivent être garantis sur toute la durée de vie du produit. C'est-à-dire si le produit a une DLUO, date limite d'utilisation optimale, même si je sais que l'appellation a changé entre-temps, mais en gros, s'il est bon pour 12 mois, pendant 12 mois, quiconque fait faire une analyse des produits doit trouver les taux qui sont indiqués sur le paquet. C'est le droit de la consommation et c'est les obligations liées à la législation sur l'étiquetage. Donc là-dessus, on doit pouvoir trouver les taux, et je m'empresse de dire à la marge d'erreur près. C'est-à-dire que la législation, il faut quand même le savoir, elle fixe aussi des marges de tolérance pour les fabricants. C'est-à-dire que on dit un taux de protéines, on écrit par exemple c'est 30, la législation autorise ce taux à être légèrement supérieur à 30 ou légèrement inférieur à 30. Et il faut savoir que selon chaque composant, protéines, matières grasses, fibres, etc., la marge de tolérance est plus ou moins forte. En réalité, il peut y avoir des variations extrêmement importantes. Vous pouvez avoir des produits qui sont étiquetés à 30% et qui en réalité, vous faites une analyse, ils sont à 25%. Et c'est légal. Et il n'y a rien à dire. Parce que c'est prévu par la loi. C'est déplaisant, mais c'est légal. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que c'est extrêmement... c'est un casse-tête permanent pour le fabricant d'assurer et de garantir les taux qui sont écrits sur les paquets, d'être bien au milieu de la fourchette. Donc, ils concentrent tous leurs efforts pour être nickel sur ces taux-là. Par contre, ils ne s'engagent absolument pas, ils ne veulent absolument pas s'engager à être conformes sur les taux non obligatoires. Et notamment le phosphore, le calcium, le reste, etc. Ils donnent des chiffres qui sont des calculs théoriques de ce qu'il doit y avoir en principe si leurs calculs sont bons dans le produit. Vraisemblablement, la vérité est autour de ça, en effet, parce que les calculs sont précis. Mais rien n'est garanti en cas d'analyse, parce qu'ils ne sont absolument pas obligés de le faire. Et donc, ils ne souhaitent tout simplement pas prendre la responsabilité d'écrire sur l'emballage des taux que rien dans la législation ne les oblige à faire figurer. Deuxième chose, parce que derrière cette question des taux, il y a notamment la question sous-jacente du taux de glucides. Voilà un sujet qui est quand même hyper abordé sur Facebook, en long, en large et en travers, sur Facebook et ailleurs, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de tact, avec plus ou moins de raison, depuis un certain nombre d'années. Et donc, la grosse question, pourquoi il n'y a pas le taux de glucides sur les paquets? Comment ça se fait? C'est le grand complot mondial, parce qu'il n'y a pas le taux de glucides sur les paquets. En fait, c'est pas le grand complot mondial du tout. Il faut quand même savoir historiquement comment se sont passées les choses dans le début de l'industrie du pet food. Au départ, le pet food industriel, il est né aux États-Unis, il y a plusieurs décennies de ça, il y a 60-70 ans de ça, et en gros, ça servait à valoriser des trucs qui partaient à la poubelle. On va dire les choses simplement, ça servait à valoriser des coproduits, sous-produits de l'industrie céréalière, des mélasses, des sucres, voilà, tout un tas de choses, pas mal de trucs végétaux notamment, parce que ça produisait beaucoup de déchets végétaux, et puis c'était mis dans de l'alimentation pour animaux. Il y a très 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 longtemps, c'est comme ça que ça a commencé. Sauf qu'évidemment, au fil du temps, on s'est retrouvé avec des animaux qui mangeaient plus que ça et qui étaient carencés. Donc on commençait à avoir des problèmes de santé. Là-dessus, les autorités américaines, pour le coup, alimentaires, se sont organisées autour de cette problématique-là. Et en gros, je schématise, je vulgarise, je prends tous les raccourcis possibles pour aller vite, mais ils se sont dit, bon, ce serait quand même bien que, d'un point de vue nutritionnel, il y ait quand même un minimum de valeur nutritionnelle dans ce fameux pet food. Donc, on a consulté des universitaires et des vétérinaires de l'époque en disant, voilà, messieurs les blouses blanches, selon vous, qu'est-ce qu'il faut comme taux minimum à respecter dans un pet food? Et c'est comme ça que est né, on va dire, l'ancêtre de la législation sur l'étiquetage. C'est qu'en réalité, la réflexion qui a été menée à l'époque, c'est de demander aux scientifiques de déterminer le taux minimum de protéines et de matières grasses, etc., à avoir dans un produit pour que l'animal ne soit pas malade. Ça ne dit rien du taux qu'il faudrait pour qu'il pète le feu. Mais c'est le taux en dessous duquel ne pas descendre pour qu'il ne soit pas malade. C'est déjà différent. Là-dessus, du coup, on a dit, voilà, puisqu'on a décidé qu'il faut au minimum qu'il y ait X% de protéines, X% de matières grasses, on a besoin de fibres et d'humidité, en gros, on va fixer les taux minimums pour ces trucs-là, et donc on veut voir maintenant écrit sur les paquets, les taux correspondant à ces composants-là. Et comme, à l'époque, curieusement, on estimait scientifiquement, même si depuis, apparemment, il y a des tas de gens dont le discours a changé là-dessus, et on estimait à l'époque que le chien et le chat pouvaient parfaitement se dispenser de glucides, à ce moment-là, on n'a pas du tout intégré la question des glucides.
Voilà, puisque c'était pas indispensable à la survie de l'animal, ça n'a pas fait partie des taux qu'on avait listés sur l'emballage. Le problème, évidemment, vous voyez arriver le truc et la boucle est bouclée, c'est que par la suite, bien entendu, l'absence d'obligation d'étiqueter les glucides, notamment sur l'emballage, a été la porte ouverte à un certain nombre d'abus industriels et nutritionnels consistant à mettre des quantités absolument invraisemblables de glucides dans les croquettes. Voilà. Donc pourquoi est-ce que certains pourcentages ne sont pas affichés? C'est tout simplement qu'on ne peut absolument pas contraindre le partenaire de fabrication qui lui doit se conformer à la législation. On ne peut pas l'obliger à valider des étiquetages lui demandant finalement de garantir des taux qu'il n'est absolument pas obligé de garantir et qu'il n'est pas équipé pour garantir. C'est aussi simple que ça. On avait, je crois, une question, ouais, je la vois ici en message privé. Pourquoi n'êtes-vous pas présent dans les grandes enseignes? Oui, bonne question. On n'est pas présent dans les grandes enseignes. Savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des hypermarchés ou est-ce qu'on parle des grandes enseignes de grandes surfaces spécialisées? Alors là, on peut les citer. On n'est pas fâché avec. Truffaut, Jardiland Botanique, Maxiso, etc., etc. Ou pourquoi on n'est pas présent chez Carrefour, chez Leclerc, chez Intermarché, etc., etc. On n'est pas présent tout simplement parce que j'ai envie de vous dire, on n'a pas les marges pour être présent là-bas. Tout simplement. Moi, dans les métiers que j'ai exercés avant de travailler sur Atavik, j'étais déjà depuis quelques années dans le secteur de l'animal de compagnie, plutôt du côté des accessoires, et j'avais déjà une certaine habitude des négociations avec ces grandes enseignes. Et en fait, ce qui apparaît, c'est que ces grandes enseignes-là réclament des taux de remise extrêmement importants. Il faut participer financièrement à leurs opérations commerciales. Il faut payer pour être dans les prospectus. Il faut payer pour être en tête de gondole. Il faut payer une force commerciale à envoyer en magasin pour venir prendre les commandes de réapprovisionnement pour que les rayons ne restent pas vides. Il y a des négociations commerciales extrêmement compliquées qui ont lieu tous les ans, dans lesquelles il faut donner sans arrêt des remises, des conditions, etc., etc. Et tout ça suppose d'avoir des marges brutes au départ extrêmement importantes pour pouvoir encaisser le contre-choc évidemment de tout ça sans que l'entreprise, sans que la marque ne meure à brève échéance. Moi, ça m'intéresse pas de payer des prospectus de grande surface ou de payer pour être dans des têtes de gondole. Votre chien et votre chat, ils mangent pas les prospectus. Donc le joli prospectus qui coûte des dizaines de milliers d'euros de droits d'entrée pour y être, c'est pas ça qui nourrit votre animal. Votre animal, par contre, il vit et il meurt par la qualité des ingrédients qu'on choisit de mettre dans son alimentation. Et donc dès les débuts de la marque, on s'est dit, nous, notre coût de fabrication, notre coût de revient du produit, notre prix de revient, il va être essentiellement basé sur le coût des ingrédients et pas sur le coût du marketing. Et sur le coût des opérations commerciales, et sur le coût des petits cadeaux qu'on fait à droite à gauche pour entretenir les bonnes relations, etc., etc. Donc, on s'est dit, on va chercher la distribution la plus directe possible qu'on puisse trouver, notamment les magasins indépendants avec lesquels on peut travailler en direct, notamment le site marchand avec lequel nous sommes en direct avec notre consommateur, de façon tout simplement à pouvoir mettre nos sous dans les ingrédients et minimiser le nombre d'intermédiaires à mettre, intermédiaires gourmands, à placer entre nous et le consommateur final et l'utilisateur final du produit que sont vos chiens et vos chats. Par ailleurs, les grandes enseignes, c'est sympa parce qu'ils savent tout d'un coup vous amener 30, 40, 50, 100, 200, 300, 800 magasins d'un coup, quand vous êtes référencé chez eux. On a quelques confrères d'ailleurs qui y sont, qui ont démarré avec un positionnement premium, etc. Et puis qui se sont retrouvés finalement assez rapidement en grande surface. C'est pas notre choix, c'est le leur. Je le respecte, mais voilà, c'est pas chez nous. Et ces magasins, une fois qu'ils ont ça, en plus, il faut un petit peu la pluie et le beau temps chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez ces grandes enseignes, assez rapidement, l'enseigne en question représente la moitié de votre chiffre d'affaires ou le quart de votre chiffre d'affaires. Donc derrière, vous prenez toutes vos décisions de développement produit, d'investissement, de comment vous payez vos salariés, de comment vous faites vivre votre entreprise. Vous vous retrouvez à prendre toutes ces décisions en fonction de ce que vous réclament ces enseignes-là. On a pratiquement 200 revendeurs aujourd'hui indépendants pour nos produits. Si demain on rentre dans je ne sais quelle chaîne, on peut avoir 400 revendeurs. Donc en avoir 200 de plus. Sauf que entre les mains d'un acheteur de centrale d'achat, il y aura le droit de vie et de mort sur la moitié de notre commerce vers les revendeurs.
ça veut dire qu'il y a le droit de vie et de mort sur la moitié de notre chiffre d'affaires, et c'est absolument pas tabou, fait avec les magasins. Le jour où cet acheteur se lève du mauvais pied, le jour où il nous a assez vus, le jour où il est remplacé, muté, remplacé par quelqu'un d'autre qui ne nous aime pas spécialement et qui préfère une autre marque, et ben du jour au lendemain, la survie de l'entreprise et de la marque sont menacées. Et donc, on a choisi, quand on a construit le modèle Datavic, que ce modèle soit solide et qu'à ce titre-là, personne ne soit propriétaire, entre guillemets, de notre commerce, pour que personne ne soit propriétaire de notre destinée et des choix qu'on fait, notamment dans le coût de fabrication des produits. Marie-Claude, quel risque au-delà du délai de conservation des boîtes de pâté ouvertes qui est de 24 heures? Marie-Claude, bonne question. Alors, j'ai envie de dire risque de bon sens. Un petit peu comme quand vous avez un paquet de jambon dont vous avez ouvert l'opercule et vous en prenez 2 tranches et il en reste 2 autres dans la barquette, vous posez ça dans le frigo. C'est-à-dire en gros, sous quelques jours après l'ouverture, il va absolument rien vous arriver. Et vous pouvez consommer votre jambon en toute quiétude, il va rien vous arriver. Par contre, ce qui risque de se produire, vous savez, c'est qu'il va sécher sur les bords, il va se racornir. Il va devenir désagréable en texture, il va perdre de son odeur, ou son odeur va changer un petit peu, va être un petit peu plus musqué, un peu plus désagréable, sans que ce soit forcément dangereux, mais ça va pas vous satisfaire. Et puis gustativement, ça va pas être terrible. Voilà, c'est à peu près la même chose. Donc, en gros, sur une pâtée, ce qui va se passer, elle va changer de couleur, c'est normal, elle va s'oxyder, donc elle va perdre de sa belle couleur rose, rouge, etc., qui est naturelle, hein, on n'a pas de colorant dans les produits chez nous, donc elle va perdre de sa couleur naturelle, mais ça va s'oxyder, donc ça va devenir un petit peu plus gris, marron, beige, etc. Sans forcément que ce soit dangereux ou problématique, mais entre 24 et 48 heures, après, on commence à voir derrière le phénomène de prolifération de bactéries, mais en gros, si vous avez un jour de plus, c'est pas la fin du monde, quoi. Hein. Si vous êtes à 48 heures, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez conserver ça de différentes façons, le petit cellophane. On vend également sur afonlesgamelles.fr, on a des petits couvercles en silicone qui sont pile poil à la taille des boîtes, qui marchent pour les 200 grammes et pour les 400 grammes, qui coûtent 3 fois rien, qui sont super bons, ils sont réutilisables, c'est du silicone alimentaire. Ça permet de fermer hermétiquement la boîte, donc ça c'est plutôt sympa. Ça protège la boîte et puis ça protège aussi vos aliments dans votre frigo des odeurs un petit peu, hein, de la pâtée pour chat, qui est quand même un petit peu forte quelquefois. Et ça vous permet d'éviter que ça se propage dans votre frigo. On vend également des espèces de petites toiles cirées, de la cire d'abeille, qu'on peut, j'ai pas le mot exact, mais qu'on peut appliquer sur le haut de la boîte et en tirant sur ce film, qui est un textile ciré, adopter le pourtour du couvercle. Et ça conserve super bien, entièrement naturellement le produit. Et ça a aussi le mérite d'être réutilisable, je crois, 1000 fois. Le filtre, il me semble que c'est utilisable jusqu'à 1000 fois, cette petite toile cirée. On trouve ça sur Internet, on trouve ça en grande surface aussi. Et c'est utilisable pendant 1 an, on me dit. Voilà, donc on peut s'en servir un paquet de fois. Voilà, deux solutions sympas pour mieux conserver vos produits dans votre frigo. Marie-Claude, je vous souhaite une super soirée, Marie-Claude. Jennifer nous dit des produits de grande qualité, nous conseillons Atavik autour de nous. L'avantage, il y en a pour tous les goûts car chaque chien est différent. Bah oui, merci Jennifer de ce petit mot. Et ça me fait surtout penser à la largeur de la gamme, finalement. Chaque chien est différent et c'est un concept avec lequel on est super à l'aise chez nous. Moi, j'appelle ça le concept détendez-vous. Et c'est quelque chose que vous allez entendre peut-être un peu plus en 2020, ce fameux détendez-vous. Je m'explique. On a fait des salons, pas mal de salons, des gros salons, grand public l'année dernière à Paris avec l'équipe, notamment 2 grands rendez-vous qui étaient un gros salon à la porte de Versailles au mois de janvier et un autre porte de Vincennes au mois d'octobre. On est donc à la rencontre du grand public et moi j'étais effaré de voir le nombre de gens qui arrivent sur le stand perdus, limite affolés, découragés parce que ils entendent tout et son contraire partout, dans les boutiques, sur Internet, dans des groupes plus ou moins compétents, chez leur véto, chez leur éleveur, dans leur club canin, leurs voisins. Vous savez comme moi, quand vous avez un chiot et la première fois que vous sortez le promener, vous rencontrez un nombre de spécialistes du chien sur les trottoirs des villes, c'est absolument phénoménal. On ne s'imagine pas le nombre de spécialistes du chien qu'il y a dans son immeuble ou dans son quartier jusqu'au jour où on a un chiot qu'on promène en bout de laisse. Là, tout le monde a un avis. Tout le monde a un beau-frère qui a le même, etc., etc. Donc les gens sont complètement en panique parce qu'ils entendent
des anathèmes et des choses absolues et des interdits en permanence. Ne jamais donner de ceci, toujours donner de cela. Ne donner que des croquettes, ne jamais donner de croquettes. Donner que de l'humide, ne jamais donner d'humide. Attention à l'humide, ne jamais le donner avec les croquettes. Oui, mais si je donne des croquettes, je peux pas donner de barf. Ah oui, mais le barf, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout le reste, c'est de la merde, etc., etc. Les gens, ils sont paumés. Et je me mets à leur place, ils sont en panique, ils sont en stress, ils ont donc constamment l'impression de mal faire. Ils ont qui s'acharnent à donner que des croquettes, puis c'est ce qu'on leur a dit, donc ils disent bah, on va faire ça. Par contre, bah, le chien, bah, visiblement ça lui va pas, ou le chat a de l'insuffisance rénale, on en parlait tout à l'heure avec la question, je crois, de François concernant l'insuffisance rénale. Bah oui, parce que vous donnez que des croquettes, donc le chat il a pas assez à boire. Oui, mais si je donne de l'humide, qu'est-ce qui va se passer? Temps mort, détendez-vous. C'est que de l'alimentation, et quand vous êtes chez nous, en fait, on veut que vous soyez confiant que vous êtes arrivé au bon endroit. Tous nos produits sont faits avec cette même sincérité, avec ce concept de la meilleure qualité possible. On en a parlé, vous voyez tout ce que ça suppose et tout ce qu'on met derrière. On le fait aussi en se posant en dernier la question du coût. On en a parlé aussi de ça, et vous pouvez avoir confiance en ça. On le fait aussi avec nos animaux qui consomment nos produits au quotidien depuis des années. On a des consommateurs de nos produits maintenant qui sont sur nos produits depuis 7 ou 8 ans. À l'échelle de la vie d'un chien ou d'un chat, c'est énorme. Et ça, c'est valable sur nos croquettes, sur notre humide, sur nos friandises, sur notre barbe. Détendez-vous. Votre chien, il est aux croquettes, mais il aime bien une boîte de temps en temps. Donnez-lui une boîte de temps en temps. Ça permet de réduire de 14, 15, 20, 28, 30, 35% la dose de glucides qu'il mange dans la semaine. Juste en donnant 2 boîtes par semaine, vous réduisez de 28% son apport en glucides en moyenne. Elle n'est pas belle la vie. Donc plutôt que de se prendre la tête sur des groupes Facebook qui vous expliquent que c'est du poison et que tout le monde va mourir si on reste sur des croquettes remplies de glucides toxiques, je suis désolé, mais détendez-vous. Donnez 2 boîtes par semaine de belle qualité et votre problème de glucides, il est réglé. Qui plus est, le barf, allez-y, faites-vous plaisir, donnez de l'os charnu de temps en temps pour lui nettoyer les dents. C'est infiniment meilleur que les os en peau de buffle, on est bien d'accord. Donc allez-y, détendez-vous, il ne va rien se passer de drastique. D'accord? Vous pouvez donner, vous avez peur de mélanger, ne mélangez pas. Donnez la gamelle de croquettes le soir, donnez votre barf le matin, et puis terminez. Si ça va pas bien comme ça, faites l'inverse. Détendez-vous, c'est pas grave. Votre chien, il sait quoi faire. Il a un pH extrêmement acide dans l'estomac. Il a 40 dedans. Il va en venir à bout des os charnus et de tout le reste. Vous inquiétez pas. Faites-vous plaisir. Promenez-vous dans la gamme. Ne prenez pas peur sans arrêt de tout ce qu'un tas de gens balancent à droite à gauche dans l'anonymat le plus complet ou en étant absolument pas qualifiés en plus pour prendre la parole sur le truc. On a même quelquefois des gens qui n'ont même pas d'animaux et qui jettent des interdits sur des trucs, c'est juste complètement ahurissant. Détendez-vous, voilà, sur ça, faites-vous plaisir, vous êtes arrivé au bon endroit, la gamme est faite pour ça. Elle est sous-tendue par les mêmes valeurs de bout en bout. C'est le cas depuis plus de 7 ans maintenant. Et c'est valable sur la totalité des produits. Donc n'ayez pas peur de ça. Regardez votre animal. Lisez un peu moins l'Internet. Lisez davantage votre animal. Regardez son poil, regardez sa vitalité, regardez comment il se comporte. Ça, ce sont les bons indicateurs. Honnêtement, ce sont les bons indicateurs. Lisez un peu moins l'Internet. Lisez davantage votre animal. Franchement, c'est le truc qui résume bien la chose, et puis détendez-vous. Des nouveautés à Atavic pour 2020, me demande-t-on. Ouais, bien sûr, on s'arrête jamais. Il y aura plein de nouveautés chez Atavic en 2020. J'ai déjà un petit peu défloré le sujet tout à l'heure en vous disant qu'il y aurait, il y a de la croquette chat made in France dans les tuyaux. Ça c'est une certitude. On a de la nouveauté en friandises chien qui, je crois, devrait vous faire bien plaisir, notamment pour les gens qui aiment bien faire plaisir à leur chien et puis les gens qui aiment bien se servir de friandises un petit peu plaisir pour l'éducation. Donc on va renforcer aussi la gamme de friandises. On a également sorti, ça vous a peut-être pas échappé, notamment propriétaire de chat, à la fin 2019, on a sorti la croquette qui n'est pas une croquette. On a sorti la croquette épic assiette qui est juste incroyable, qui a à peine 13% de glucides par soustraction. Il faudra vraiment qu'on refasse un live rien que sur les glucides parce que là il y a du sujet. Donc on est sur à peine 13%, on est sur 97% d'ingrédients d'origine animale, on monte à 72% de poulet frais dans le produit, c'est juste complètement ahurissant, le tout en ayant très très peu d'amidon et en ayant la praticité d'un produit sec, c'est juste exceptionnel.
bah, on espère très très fort pouvoir développer ça pour les chiens. Voilà. Alors peut-être pas en 2020, peut-être en 2021, mais on sera dessus. Il y aura aussi des nouveautés du côté de l'humide, que ce soit pour les chats que pour les chiens. Donc oui, plus que jamais on va continuer. Toujours la gamme Barf, qui est toute récente. Vous avez peut-être vu aussi pour les aficionados du Barf, on a un nouveau partenariat signé avec Chronopost Food, qui nous permet maintenant de livrer à domicile du Barf surgelé d'un bout à l'autre de la chaîne à moins 18 degrés garantie, avec la qualité de traçabilité garantie, le tout à partir de 109 € TTC de commande seulement, et c'est une belle performance. Ça fait à peine une petite quinzaine de kilos de produits à peu près, donc ça rentre bien dans les tiroirs du congélateur. Et là-dessus, vous allez aussi pouvoir vous faire plaisir avec ça, si vous n'avez pas encore découvert la gamme. Elle est disponible sur barf.afonlesgamelles.fr, et n'hésitez pas à aller vous y promener. Franchement, c'est une tuerie. Plus de questions, il est 19h, on est bon, c'est passé super vite, j'ai pas vu le temps passer. Je suis absolument ravi d'avoir passé ce petit temps-là avec vous, et c'est aussi simple que ça chez Atavik. Il y a des questions, bah on est là, on répond. C'est juste moi, c'est sans chichi, c'est à prendre ou à laisser. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment moins, c'est pas très grave. Les chiens, les chats, et après les maîtres. Si on arrive à satisfaire tout le monde, c'est le top, mais en premier lieu, c'est les chiens et les chats. Je vous souhaite une super soirée, et puis à une prochaine pour un prochain live dans quelques semaines. Je pense qu'on va remettre ça, ça devrait être sympa. À bientôt tout le monde, ciao.